qui est vécu comme une trahison, c'est une rupture dans un contrat, formel ou pas, c'est-à-dire dans une alliance, dans un projet. Aujourd'hui, on va en tout cas s'axer sur le couple, mais des trahisons, on peut en vivre dans tous les secteurs. Ce concept de trahison n'est pas l'apanage que des couples monogames. Même chez les polyamoureux, il y a cette notion de trahison. J'ai tracé 3 niveaux de trahison en fait. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé sur Beurre FM. Vous savez, le matin, on vous donne rendez-vous entre 9h et 10h pour parler de santé. Et le mardi, on parle de la santé sexuelle avec Nadia El Bouga. Bonjour Nadia. Bonjour Philippe, bonjour à tous et à toutes. Voilà, vous êtes sage-femme et sexologue clinicienne. Tout à fait. Patrick Soulag est avec nous. Hola Patrick. Hola Philippe, hola Nadia. Hola frérot Pepita. Formateur en process commun, communication. Nous allons parler de la trahison dans le couple ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord pour parler de trahison quand on parle d'un coup de canif dans le contrat ? Oui, parce que finalement, qu'est-ce que c'est qu'une trahison ? Ou en tout cas, ce qui est vécu comme une trahison, c'est une rupture dans, comme vous dites, dans un contrat, alors contrat formel ou pas, c'est-à-dire dans une alliance, dans un projet, comment dirais-je, dans un projet. Voilà, je pense que c'est assez clair. Et donc, alors là, on est dans l'exemple du couple. Enfin, aujourd'hui, on va en tout cas s'axer sur le couple, mais les trahisons, on peut en vivre dans tous les secteurs, les trahisons familiales, les trahisons amicales. C'est pour ça que je vous demandais si en cas d'adultère ou de tromperie, comme on dit, on pouvait utiliser ce mot de trahison. Est-ce qu'il est adapté finalement ? Alors, il est adapté si il faut redéfinir le référentiel, effectivement, parce que c'est pas uniquement ce concept de trahison, n'est pas l'apanage que des couples monogames. Même chez les polyamoureux, il y a cette notion de trahison, parce que contrairement à ce que peuvent penser certaines personnes, c'est codifié même dans la formation des couples polyamoureux. Donc oui, alors après on en parlera avec Patrick, mais tout dépend de comment. Alors là, effectivement, on va soulever la question de la fidélité, mais tout dépend où est-ce qu'on place et comment on définit cette fidélité on va conjugale. surtout parler de l'infidélité tout à fait. Aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'il y a un coupable et est-ce qu'il y a une victime, Patrick ? Alors, moi je dirais que non. Je dirais que non parce qu'en fait, déjà dans les couples, bien sûr qu'il y a un contrat. Après, souvent, moi ce que j'observe, c'est que les contrats sont implicites et certaines fois sont pas vraiment expliqués. On croit comprendre quelque chose et en fait, on n'a pas compris quelque chose. Et donc, au final, moi je pense qu'il y a toujours, il y a toujours 2 coupables en fait. Si je parle vraiment, si vraiment ce que je dis ce que je pense, je vais y arriver ce matin. Figurez-vous que vous êtes là pour ça. Exactement. Je préférerais que vous disiez ce que vous pensez. Exactement. Et en fait, là où c'est intéressant sur ce que disait, je veux juste revenir sur ce que disait Nadia, ce qui est lorsqu'elle parle des couples polyamoureux, c'est très intéressant parce qu'on a le réflexe de croire qu'en fait il n'y a pas de règles. Et en fait, si. En fait, il y a un contrat, comme on le disait au début, et ce contrat-là, il est différent, en fait. Et c'est pas parce qu'il est différent qu'il n'existe pas. Et donc, à partir du moment où il y a un contrat, il y a tout ce qui vient s'agencer autour. C'est pour ça que je dis on est tous les 2 coupables parce qu'en fait, il y a des accords inconscients. Et comme accords inconscients, ça veut dire qu'on ne les verbalise pas forcément. Quand je vous pose la question, c'est qu'on part du principe ou du postulat que la personne trompée est la victime et que la personne qui trompe est évidemment le coupable. Exactement. C'est souvent ça. Et moi, quand j'accompagne les gens, justement, on questionne et on se rend compte qu'il y a toujours une petite part de responsabilité. Alors, ça ne veut pas dire que la personne qui est trompée n'a pas mal, ne souffre pas, ne subit pas l'action. Mais quelque part, quand on questionne, et que la personne a le courage de se questionner, elle voit quand même qu'à un certain moment, soit elle a vu, soit elle n'a pas voulu entendre, soit elle n'a pas été... elle n'a pas eu le courage de peut-être d'annoncer et de parler de ce qu'elle a vu, quoi.
Nadia, la personne qui est trompée ou qui est trahie, est-elle innocente? Ou est-ce qu'il y a une co-responsabilité dans cette infidélité? Alors oui et non, ça dépend des situations. Je vais trancher un peu par rapport à ce qu'a dit Patrick, parce que effectivement, alors ça c'est un peu les raccourcis psychanalytiques, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, on est de toute façon tous responsables de nos vies, hein, évidemment. Seulement, lorsqu'il y a un contrat établi au départ et que dans ce contrat conjugal, il y a notamment des valeurs et une éthique, il me semble quand même compliqué d'inclure dans cette responsabilité, en fait, la personne qui est trahie. Pourquoi ? Alors, après, évidemment, si la personne qui trahit passe à l'acte, alors on définira parce qu'en fait il y a différents types, hein, de trahison, mais qu'elle passe à l'acte, il me semble quand même très simpliste d'aller chercher la responsabilité chez l'autre, parce que à partir du moment où la personne qui va passer à l'acte pense le faire ou va le faire ou l'a fait, de facto, en fait, il y a le contrat qui est il y a une césure, en fait, dans ce contrat. Mais là, on est dans un contrat de mariage, le contrat implicite ou explicite dont parlait Patrick, hein, c'est pas forcément dans le cadre du mariage légal, hein, c'est à partir du moment où il y a une relation qui est établie et que officiellement les deux personnes se considèrent comme un couple. C'est pour ça que là, je suis bien claire, hein, je ne m'adresse pas uniquement aux personnes qui sont mariées, parce que toutes les autres vont se retrouver dans ce qu'on dit. Hein. Eh bien, il y a ce ressenti, de toute façon, qui va apparaître. Non, je dis ça parce que très souvent en consultation, les personnes en tout cas celles qui sont trahies, viennent avec ce sentiment de culpabilité. La première chose qu'elles vous disent, alors après la haine et voilà, et le dégoût, hein, probablement aussi, ça vient bien après, il y a cette phrase qui revient assez souvent: qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait pour que la personne... Pour mériter ça. Non, moi je remets les pendules à l'heure dès le départ. C'est pas ce que vous avez fait là, en l'occurrence, c'est ce qu'a fait la personne, et qu'est-ce qui a fait que la personne a oublié le contrat, tacite ou pas. Il s'agit de ça. Moi, je suis à contre-courant avec ce que disent beaucoup de psychothérapeutes. Bah justement, c'est là que c'est intéressant, parce que du coup, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que en fait, lorsqu'on est dans relation de couple, eh ben, on a des interactions. Et justement, quand on parle du contrat, il y a ce que j'appelle l'illusion du contrôle. Donc, on a un contrat. Alors, on explique ce que vous appelez l'illusion du contrôle. Je vais l'expliquer. On a un contrat, comme vient de le dire Nadia. On a un contrat, et chaque membre du couple se dit, à partir du moment où j'ai bien établi ce que je voulais, et que lui, il a bien établi ce qu'il voulait, eh ben, tout se passe bien, j'ai balisé, ça se passera comme ça. J'ai contrôlé la situation. Eh ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, là, par exemple, on est en plateau, on sait ce qu'on doit faire, on connaît le thème de l'émission, mais personne ici peut contrôler ce que je vais dire dans la minute qui suit, même si on a un contrat. Oh, c'est bien votre jeu. Ah, j'adore votre nouveau jeu. Donc, c'est ça que j'appelle l'illusion. C'est parce qu'on est en direct, en fait. Voilà, exactement. Personne ne peut... c'est une illusion du contrôle. En fait, et ça revient aussi à interroger ce que c'est la confiance, entre faire confiance et avoir confiance. On parlera de la confiance après. Ouais. Hein, moi, je voudrais qu'on reste vraiment sur cette question de l'infidélité. De victime, ce qu'on disait, voilà, de victime. Pour moi, parce que on a une victime, en tout cas quelqu'un qui se présente comme la victime, et l'autre qui est finalement celui qui a trompé, qui serait plutôt le coupable. Alors si il n'y a pas de victime et s'il n'y a pas de coupable... Et deux coupables, selon voilà, Patrick. Voilà, deux coupables. De quoi cette infidélité est-elle la conséquence ? Eh ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la conséquence du manque de courage. Parce qu'en général, quand on parle avec les personnes qui sont trompées, je vais donner un exemple.
la semaine dernière, j'ai une coachée qui m'appelle et qui me dit « Patrick, je me sens trahi. Pourquoi ? Parce que mon mari communique avec son ex. Ok. Pourquoi il communique avec ton ex ? Son ex à elle ou son ex à lui ? Son ex à lui. D'accord. Il communique avec son ex. Pourquoi ? Parce qu'il lui donne de l'argent, elle est en galère, et moi, je ne voulais plus qu'il parle avec elle. Ok. Donc, je discute, et elle se dit, écoute, ce que j'ai fait, Patrick, c'est que j'ai pris mon mari, et on est parti voir cette femme ensemble. Ok. Lui, il ne voulait pas. Okay. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que les deux femmes, elles s'embrouillent. Ça s'engueule. Et la femme, la coachée, me dit, mais attends, on s'est engueulé, il n'a pas pris ma défense, c'est pour ça que je t'appelle, je me sens complètement trahi, c'est pas mon mari, normalement, mon homme, il aurait dû me défendre. Je dis, ok, d'accord. Quelles sont les qualités de ton homme ? C'est quelqu'un de gentil et de bienveillant. Quels sont les défauts de ton homme ? Des fois, il ment, et puis des fois, il n'est pas très courageux. Je dis, c'est bien ton homme que tu as eu alors. C'est bien ton homme que tu as eu alors. Parce qu'il a été gentil et il n'a pas été courageux selon toi. Donc là, aujourd'hui, elle lui reproche quoi ? Elle lui a reproché, en fait, de pouvoir aider quelqu'un de son passé. Et en discutant avec elle, elle s'est coupée des personnes de son passé. Donc, en fait, elle lui reproche quelque chose qu'elle ne fait plus. Donc, c'est pour ça, en fait, là où c'est très intéressant lorsqu'on parle de trahison, c'est de voir, en fait, cas par cas, de quoi on parle. De quoi on parle. Parce que cet accord qui soit... Moi, j'insiste sur le fait qu'il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on ressent. Et à partir du moment où elle me dit, Patrick, mon mari, il est comme ceci, il est comme cela, mais elle projette quelque chose d'autre après, elle ne peut pas lui reprocher, c'est pas vrai. Voilà, nous parlons de la trahison dans les couples ce matin avec Nadia El Bouga et Patrick Souley. On va essayer de redéfinir ce qu'on appelle et ce qu'on entend par trahison, parce qu'il y a autant de sens que de couple. Exactement. En fait, au niveau, on pourrait définir. J'ai tracé 3 niveaux de trahison en fait. Il y a celle qui est, on va dire, quand on pense, en tout cas au sein du couple, quand on parle trahison, la première chose qui vient à la tête des gens, généralement, c'est passage à l'acte. C'est-à-dire, finalement, un mensonge qui a eu lieu parce que relation avec une tierce personne. Évidemment, non déclarée. Donc en one shot ou pas. Après ça dépend, on en reparlera après, mais ça dépend des personnes, parce qu'il suffit parfois d'un seul acte pour finalement sceller la séparation. Ensuite, il y a la notion de trahison au niveau du vécu. Et ça rejoint l'exemple qu'a donné Patrick avant la pause. Oui. C'est-à-dire, finalement, là, c'est cette jeune femme, elle parle du sentiment de trahison qu'elle vit dans un contexte donné où son compagnon n'estime pas la trahir. Lui, il est dans une loyauté vis-à-vis d'une personne qu'il a connue et qui est dans le besoin. Voilà, on en reparlera. Et le 3e niveau, c'est celui du récit de la trahison. Et là on reconnecte avec ce qu'a dit Patrick tout à l'heure, c'est-à-dire, finalement, comment se raconte cette trahison-là. Et c'est de là qu'on peut effectivement étiqueter, entre guillemets, les personnes et de pouvoir dire, oui, elle se met en position de victime, il ou elle se met en position de victime, il ou elle se met en position de traître, ou les deux sont en position de victime, parce que très souvent le récit varie quand on est en thérapie de couple, on voit bien que les deux récits ne sont pas les mêmes. Complètement différents. Exactement. Donc du coup, ça, objectivement parlant, on a une histoire avec les mêmes éléments. Mais
des points de vue complètement différents. Voilà, exactement. Et c'est de là qu'effectivement, certaines personnes vous diront, oui, mais il y a une co-responsabilité. Si il ou elle est passé à l'acte, et là je reviens au premier niveau, c'est parce que il ou elle s'est senti délaissé, il n'y avait plus la présence de l'autre, présence pas forcément corporelle, mais présence peut-être psychique, plus ce sentiment d'être soutenu, de constituer un couple. Et c'est là où moi je mets le oui, mais. En fait, quand je parle de co-responsabilité, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ce que tu viens de dire. Quand je parle de co-responsabilité, c'est quand la personne qui va être trahie a vu des signes clairs. En fait. C'est là que moi je parle de responsabilité. Et bien sûr, ce n'est pas au même niveau du tout. Ils ne sont pas mis au même niveau. Mais quand on discute, en fait, il y a plein de choses qu'on met sous le tapis, qu'on n'a pas envie on se dit, mais non, c'est peut-être pas ça, mais non, c'est pas vrai, mais non, il va pas passer à l'acte, mais non, ça doit être un oubli, mais non, en fait, il m'a pas respecté, mais en fait, non, on croit l'histoire que l'autre va nous raconter. C'est là que je parle là, on a quand même une responsabilité. Et responsabilité par rapport à quoi? Je me fais exprès avocat du diable, parce que je pense qu'il y a des auditeurs et des auditrices qui doivent se dire qu'est-ce que ça change à la trahison, ce que tu es en train de dire. En fait, ce que ça change, c'est que là, on va prendre nos responsabilités. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre l'autre face à ce contrat dont on parlait. Clairement, attention. Là, le contrat, il n'est pas respecté. Là, le contrat, il n'est pas respecté. Mais lorsqu'on met sous le tapis, de manière un peu implicite, on laisse l'autre se dit que, de toute façon, ça va, on ne met pas de barrière. Donc, bien sûr, je ne dis pas que l'on a pas mal lorsqu'on se fait trahir. C'est pas de ça du tout que je dis. Bien sûr, je dis pas que les personnes qui se font trahir, c'est de leur faute. C'est pas du tout ça que je dis. Je dis simplement, et je sais que ce n'est pas simple, qu'on a une part de responsabilité dans le manque de respect de soi-même un peu à un niveau. C'est-à-dire que lorsqu'on est un couple, le couple tient parce que les deux membres du couple sont solides. Les deux membres du couple sont exigeants. L'amour, c'est exigeant. C'est-à-dire que si on a défini un contrat, la première personne qui doit faire respecter le contrat, c'est nous. Donc si l'autre rompt le contrat et qu'on a un peu laissé couler, on peut pas dire qu'on y est pour rien. C'est pas vrai. Maintenant, ça veut pas dire qu'on est coupable. C'est tout ce que je dis. Voilà. C'est important de le formuler. Beaucoup qui ont été trahis parlent d'une souffrance qui n'a jamais été éprouvée. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi ça fait si mal alors qu'il n'y a pas eu de mort ? C'est très intéressant ce que vous dites là, parce qu'en fait, ça vient toucher des blessures très profondes. Ça vient toucher ce qu'on appelle en process communication des peurs authentiques. Une peur authentique, en fait, lorsqu'on crée notre personnalité, eh bien, on cherche des réponses vis-à-vis de nos parents. Et comme on ne trouve pas ces réponses, on crée nos propres réponses. Je donne un exemple. La personne qui a une base travaillomane va avoir du mal à ressentir le chagrin. Donc, il va plutôt se mettre en colère lorsqu'il va se sentir en danger. Et donc, quand la personne en base travaillomane va se faire trahir, eh ben, elle va d'abord se mettre en colère. Et puis après, lorsqu'elle va être vraiment éprouvée, elle va ressentir la tristesse et ça va être tellement puissant. C'est tellement puissant parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude et qu'elle refuse totalement de vivre. Donc c'est ça que ça va attaquer. Moi, je voulais savoir ce qu'elle avait de spécifique finalement, cette douleur, cette souffrance d'avoir été trahie dans son couple. En fait, qu'est-ce qu'elle vient toucher de si particulier? Les gens qui témoignent vous parlent d'un torrent émotionnel, d'une sidération, d'un choc, d'énormément de choses. C'est de l'ordre du trauma d'ailleurs, oui, pour certaines personnes. Et aujourd'hui, c'est traité. Il y a des services qui prennent. Exactement, il y a une spécialisation. Voilà, qui prennent en charge cette souffrance. Mais qu'est-ce que ça a de spécifique? Ça a de spécifique, je pense, lorsqu'on regarde un peu l'étymologie de trahison, il y a la notion d'abandon. Et je pense que ça joue beaucoup là-dedans. Ça joue beaucoup dans le couple parce que justement, dans le couple, on est censé être une équipe,
on est censé être épaulé, et on se sent vraiment totalement abandonné. Et abandonné par quelqu'un que l'on a choisi, par quelqu'un que l'on a investi, par quelqu'un... En fait, c'est comme si on se retrouvait seul, et comme si, en fait... et quand on se retrouve... Il faut se rendre compte qu'est-ce que ça veut dire se retrouver seul. Être seul pour un être humain, c'est très compliqué. Se sentir abandonné, c'est vraiment très compliqué. Moi, je pense que c'est ça que ça va toucher. Nadia. Et effectivement aussi, il faut savoir que dans nos sociétés actuelles, le couple, c'est un des remparts fondamentaux. C'est-à-dire que encore il y a quelques siècles, vous aviez toute la structure en fait familiale qui était, enfin il y avait une proximité même physique avec la structure familiale. Et là finalement, les gens sont un peu dispatchés, éloignés. Il y a une reconfiguration. La cellule s'est rétrécie, la cellule familiale, et du coup, si vous voulez, tout repose sur le couple qui est formé. Donc à un moment donné, quand ce dernier rempart, j'ai envie de dire, finalement cède, mais cède pas parce que on a décidé qu'il cède, mais parce qu'on apprend justement, l'un des deux membres du couple apprend que finalement l'autre continuer sa vie comme si de rien n'était. Alors c'est ça aussi qui fait mal au sein du couple, c'est de faire comme si tout était en fait, comme si la routine conjugale, finalement, était dans son continuum, mais en réalité, l'un des deux membres du couple vit ou vivait quelque chose en parallèle. Et je pense que là, c'est un séisme. C'est un séisme parce que du coup, on reviendra sur cette notion, mais là pour le coup, la confiance qui est bâtie, qui est ancrée dans ce dernier rempart, finit de s'effondrer. Donc, probablement que dans cette situation, certaines personnes se disent, finalement, là où j'avais mis le cœur de ma confiance, n'a plus de sens. Donc finalement, où je la mets cette confiance en fait? Ouais. Et en fait, moi je suis complètement d'accord. Et en fait, ce que je rajouterais juste, c'est que lorsqu'on est en couple, on est un peu le miroir en fait. Et donc, quand le miroir est brisé, qui on est? Ça redéfinit totalement qui on est. On se pose cette question. On se sent seul et on se dit, qui on est maintenant? On a créé tout ça. On était dans exactement ce que la société nous a demandé. Et là, maintenant, on peut être seul avec des enfants ou seul, en fait. Donc, pour reconstruire tout ça, c'est très, très, très compliqué et très douloureux. Vous avez introduit tout à l'heure donc une différence, Patrick, sur la notion de confiance. Quelle est la différence entre faire confiance et avoir confiance? Alors, la différence entre les deux, c'est la notion de contrôle qu'on a abordé au début. C'est que faire confiance, en fait, ça découle d'un processus. Par exemple, on va être au travail, on le voit surtout dans le milieu professionnel. On va être au travail, on va bien travailler, notre patron va voir tout ce qu'on a fait, et là, il va décider de nous faire confiance. C'est-à-dire qu'on a validé les actions, on a validé, et en fait, derrière tout ça, on a contrôlé qu'on pouvait faire confiance. Et avoir confiance, c'est totalement différent. Avoir confiance, paradoxalement, c'est abandonner la maîtrise de l'autre. Avoir confiance, c'est pouvoir se dire, ok, voilà moi, je m'appelle Patrick, voilà mes valeurs. Je veux être avec quelqu'un qui a cette croyance-là, qui a cette manière de voir la vie, et c'est tout ce que je peux contrôler. C'est moi. Donc, à partir du moment où je me concentre sur ça et que cette personne correspond à ça, alors j'ai confiance. Mais je ne vais pas chercher à maîtriser l'autre. Et et c'est pas pour ça qu'on ne se fait pas trahir, mais lorsqu'on se fait trahir, c'est plus simple, en fait, de se dire, est-ce que moi j'ai été OK avec tout ce que j'ai fait? Est-ce que ça correspond et tout? Parce que après, l'autre va devoir assumer ses responsabilités à lui. Oui, c'est très important ce que tu dis là parce que effectivement, quand il y a un vécu de trahison, parce que ça reste un vécu, c'est très subjectif, la personne, à un moment donné, en tout cas quand on est thérapeute et qu'on accompagne des personnes dans ces situations-là, effectivement, il faut pouvoir rappeler que à un moment donné, quand on a confiance, c'est ce qui d'ailleurs se passe
lorsque le couple se constitue, c'est ça qui primait. Donc, ne pas remettre totalement en cause en fait son choix en disant et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai insisté en disant que la personne trahie dit mais qu'est-ce que j'ai fait, rien de particulier en réalité, sans rentrer dans les détails de la subjectivité des histoires. C'est tout simplement que effectivement il y a eu une confiance là sur ce qu'était la personne durant une période ou durant le temps T, et cette personne a évolué au même titre que la personne trahie, et donc elle a toujours confiance, mais faire confiance est une autre paire de manches par la suite. Alors, on parle de la trahison dans le couple ce matin. On disait tout à l'heure, Nadia, que le traitement de l'infidélité est devenu une spécialité parmi les professionnels de la santé mentale. C'est dire qu'elle a quelque chose de spécifique. Alors, il y a un moment particulier, c'est le moment où l'autre l'apprend. Et d'où vient cette chose que finalement la personne trompée veut avoir tous les détails? Et à quoi ça lui sert d'avoir tous les détails? Alors, juste avant ça, il y a la façon dont elle l'apprend. C'est-à-dire que, grosso modo, on va faire très simple. Il y a la personne qui l'apprend de façon impromptue, entre guillemets. C'est-à-dire que... Impromptu, en fouillant dans le téléphone de son mari. En y passant des heures. Vous voyez l'impromptu? Oui. Alors, non. Parce que l'exemple qu'a pris Patrick tout à l'heure, j'imagine qu'elle a fouillé dans le téléphone de son compagnon. Ah non, de il son y a mari. d'autres façons impromptues d'apprendre. Alors, vous avez des exemples, Nadia? Oui, on va prendre un exemple très médiatisé. On peut apprendre une trahison via une plainte. Via les réseaux. Oui. C'est pas... Non, ça aussi, ça a évolué. Attention, ne croyez pas. T'as mis un j'aime sur une femme toute nue. Contrairement à ce que la grande majorité croit, la personne qui découvre la trahison ne fouille pas. Donc, attention. Non. Pas toujours. Ça c'est encore... Pas toujours, voilà. Pas toujours, c'est ce que je dis. Contrairement à ce que croit la majorité des situations, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, effectivement, il y a ce que dit Patrick. Ah, tu m'as entendu? J'ai cru que c'était passé sous les radars. Non. Il a mis un like. Je me suis dit, c'est pour YouTube, ça. Oui. Alors après, il y a les personnes qui pensent que c'est un autre monde, qu'en fait, le monde du net est un autre monde. Mais il y a ce que tu disais en deuxième partie et même en première partie d'émission, des signaux qui finalement étaient là, mais qui n'étaient pas vus ou qu'on ne voulait pas voir. Voilà, donc effectivement, il y a également ça. J'ai perdu du coup le fil de ce que je voulais dire. Parce que vous disiez que tout dépend de la façon dont on l'apprend. Voilà. Alors, il y a cette façon-là d'apprendre les choses. Alors, autant dire que les traumas, on les retrouve quand même beaucoup plus dans ce type de situation. Et vous avez la deuxième formule, qui est la personne en fait qui a trahi, qui ressent un élan de culpabilité et qui vient en fait avouer sa trahison. Voilà. C'est-à-dire, alors là aussi, c'est discutable, même en thérapie, parce que finalement, la personne, elle vient... Faute avouée, t'as à moitié pardonné. Ah, pas certain. Donc, en fait, la personne... Non, ce qui est intéressant de questionner, c'est ce qu'on questionne en thérapie, c'est pourquoi la personne vient-elle avouer, finalement? Elle vient avouer parce que la charge de sa culpabilité est telle qu'en fait, elle décharge et... Charge à toi, Coco ou Cocotte, de gérer. T'en fais ce que tu veux. Moi, je te dis, je me sens mieux maintenant. Ou alors, c'est de déposer effectivement les choses et de voir comment l'autre réagir, parce que ça peut probablement être une façon de dire que c'est terminé. En passant, tout simplement, en ne prenant pas ses responsabilités, en disant, moi, je veux stopper la relation, je te balance ça et je sais que tu vas mal le gérer ou que tu vas pas l'accepter parce que dans tes valeurs, ça n'entre pas en ligne de compte. Donc, à toi maintenant de prendre les devants et c'est toi qui te sépareras ou voilà. Bon, c'est toi qui prendras la décision. Mais ça répond pas à ma question de savoir pourquoi l'autre veut tout savoir. Finalement, il veut avoir tous les détails.
Alors pareil, hein, c'est très subjectif. Hein, tout le monde ne veut pas forcément avoir tous les détails. Alors effectivement, genre on n'en parle plus et puis après alors ça dure depuis quand, blablabla, tu l'as rencontré comment? oui, parce que finalement ça questionne. Alors quand ces questions sont posées, c'est parce que la personne, c'est toujours vis-à-vis d'elle-même. Hein, la personne veut une fois de plus savoir. Vous savez le truc de toute façon maintenant, tu peux tout me dire. Hein, puisque je sais. Oui, hein, mais ça va pas aggraver les choses. Ça va plus loin que ça, mais finalement ça va plus loin que ça parce que la personne se fait en réalité du mal parce que si vous voulez, là, elle décortique les éléments pour dire à ce moment-là, qu'est-ce que je faisais moi, qu'est-ce que je n'ai pas fait, ou voilà, comment est-ce que j'ai pu être aussi aveugle, voilà. Finalement, c'est pour s'autoflageller en fait, c'est de l'autoflagellation. Non, c'est pour se faire du mal. Oui, tout à fait. Alors, la personne ne vous dira pas c'est pour se faire du mal. Ce qui revient assez souvent, c'est justement pour que la prochaine fois, je puisse voir les choses. Je me rappelle d'une patiente qui m'a avancé cet argument-là en disant non, au contraire. Moi, ça me forge comme ça, la prochaine fois, j'aurai des radars pour pouvoir détecter. Oui, mais non. Prochaine fois, c'est une autre personne, ce sera probablement un autre fonctionnement. Donc, ne raisonnez pas comme ça parce que là, vous scarifiez, à mon sens, et du coup, les blessures qui sont déjà présentes prennent en profondeur, me semble-t-il. Enfin, je ne sais pas ce que... Patrick, ça le laisse... En fait, moi, quand j'entends ça, c'est beaucoup aussi de... C'est un jeu, en fait, le couple. Donc, à un moment, tu disais très justement que l'autre se décharge lorsqu'il avoue. Mais lorsque la personne trahit, fait ça ou balance des petites réflexions, mais qu'elle reste. Moi, je pense que c'est important aussi de dire qu'il y a aussi un bénéfice là-dedans pour cette personne-là. Ah oui, mais évidemment. Il y a un bénéfice de se dire, non, mais moi, je suis la femme trahie. Ou je suis l'homme trahi, ou je suis l'homme blessé. C'est pour ça que je parle de courage. Parce qu'à ce moment-là, agir comme ça, c'est également se mettre dans une position, en fait, qui nous sert. Et on n'affronte pas, en fait, le vide dont on parlait tout à l'heure quand Philippe nous posait la question, quand la personne se retrouve seule. Parce qu'en fait, il y a des gens qui restent ensemble pendant des années, même si elles se font tromper, parce que c'est pire de rester seul. Et donc, c'est plus simple de continuer à jouer ce jeu que de rester seul. Oui. Là, tu parles des bénéfices secondaires. Des bénéfices secondaires, oui, tout à fait. Oui. Bon, alors, je voulais pas qu'on appelle cette émission l'infidélité est-elle pardonnable, qui était une qui était d'ailleurs parce que il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites là-dessus. Mais bon, maintenant, quand l'infidélité est su, qu'elle est connue, qu'elle est discutée, si on veut en sortir, par quoi on commence? C'est quoi la priorité pour le couple? Si on veut en sortir, ça dépend comment on va en sortir. C'est-à-dire qu'effectivement, vous allez avoir des couples qui vont, par exemple en thérapie, qui vont venir ensemble parce que cette trahison vécue par l'un des deux membres du couple, ou même par les deux, parce que la personne qui a trahi peut se considérer comme traître, veulent continuer dans leur couple et donc du coup reconstruire, co-construire quelque chose ensemble, et puis vous avez l'autre configuration de non, il y a rien à construire ensemble, voilà, parce que l'un des deux membres du couple, et généralement c'est la personne qui s'est sentie trahie, qui dit non, moi j'étais claire dans mon contrat, j'étais claire dans ce que j'attendais du couple, dans mes principes, dans mes valeurs, dans mon éthique, donc je ne construis pas. Là où c'est compliqué, et il y a souvent cette configuration-là, c'est justement quand il n'y a pas cet accord entre les deux, et que finalement, la personne ou ça peut être l'inverse également, la personne qui a trahi persiste, et c'est pour ça que là je suis pas d'accord avec la notion de courage, persiste en disant oui voilà, je viens, j'ai déposé, j'ai dit, maintenant je veux continuer. Là ça devient compliqué. Oui, mais parce que là, une des demandes qu'on entend le plus souvent, c'est comment sauver notre couple. Alors je sais pas si c'est... Il y a des personnes qui veulent pas sauver, le couple. Partons du principe que les gens veuillent sauver le couple, en dépit de cette trahison. On commence par quoi ?
Déjà, on commence effectivement par poser les choses. C'est-à-dire, qu'est-ce qui... Parce que comme je vous ai dit, la trahison, c'est subjectif. C'est quelque chose qui est très subjectif. Donc, où est-ce que la personne qui est en posture de trahi place cette trahison-là. Voilà. Est-ce que c'est l'acte? Est-ce que c'est... Parce que même quand il y a un acte, certaines personnes vous diront mais c'est pas le fait qu'il ou elle ait été couché ailleurs, c'est pas ça qui fait que je me sens trahi. Ce qui fait que je me sens trahi, c'est telle chose. Alors que vous attendiez en tant qu'ami ou en tant que thérapeute, vous attendiez plutôt à ce que la personne focus sur l'acte. Et c'est pas de ça dont il va s'agir. Donc, il est intéressant déjà de cibler où se situe ce sentiment de trahison chez l'un et chez l'autre de cibler où se situe ce sentiment de culpabilité. Faut déjà poser ça à plat, me semble-t-il, pour pouvoir ensuite proposer des éléments en tout cas de co-construction ensemble. Je sais pas ce que tu en penses, Patrick. Je dirais que ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où il y a une trahison, il faut et que les deux membres veulent continuer. C'est important d'avoir en tête qu'on va devoir créer un nouveau couple. C'est-à-dire que il faut pas revenir sur non mais avant on était comme ça. Avant c'est fini. Il y a eu le terme de sauvetage. Voilà. Je cautionne pas. En fait, vous serez plus le même couple. Donc est-ce que vous êtes d'accord pour être un nouveau couple? C'est ça en fait l'idée. C'est que en fait cette idée-là en fait on l'a même quand il n'y a pas de trahison, parce qu'en fait chaque couple devient un nouveau couple selon les cycles en fait. Et donc là quand il y a une trahison et que vous êtes d'accord, ok, cette trahison a créé ça chez moi. Ok, cette trahison a créé ça chez moi. Est-ce que ce nouveau couple est viable ou pas? Est-ce que tu as envie? En fait c'est ça qu'il faut. Parce on ne le sait pas a priori. Oui, mais en fait, la personne qui a trahi, elle peut vouloir, après avoir fait un travail, comme Nadia vient de l'expliquer, elle peut vouloir des nouvelles choses. Et la personne qui a trahi également. Maintenant, moi, je pense que ce qui tue le plus, c'est de toujours se référer au passé. Non, mais avant, c'était comme ça. Non, mais avant, c'était comme ça. Ça, c'est fini. Ouais, c'est pour ça que c'est intéressant, d'abord, en première position, comme on disait, de faire une évaluation. Donc, de faire une évaluation de la situation, c'est-à-dire, qu'est-ce qui, comme je disais précédemment, qu'est-ce qui fait que j'ai ce sentiment d'avoir été trahi? Qu'est-ce qui fait que j'ai ce sentiment d'avoir été, d'être en position de culpabilité ou de ressentir de la culpabilité? Ça, c'est la première chose. Après, il y a la notion aussi, d'ailleurs de part et d'autre, de travailler cette culpabilité. Parce que la personne qui est trahie peut aussi se mettre en posture, comme je disais tout à l'heure, de culpabilité. Qu'ai-je fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait de correct pour que mon compagnon ou ma compagne aille voir ailleurs. Ensuite, accepter la situation. Parce que de toute façon, si on veut co-construire ou reconstruire quelque chose, il faut pouvoir accepter la situation. Accepter la situation, ça ne veut pas dire être d'accord avec ce qui s'est passé. C'est accepter qu'il y a eu cet événement-là. Qu'est-ce que j'en fais? Si je refuse cette acceptation, alors il n'y a pas il y a pas sujet, j'ai envie de vous dire. C'est chacun refait un couple ailleurs. Et par la suite, se donner également le temps, parce que la notion de temps dans ce type de blessure est fondamentale. Bon, alors vous pourrez commenter, vous pourrez la commander aussi si vous voulez, on vous fera une copie, commenter la vidéo de l'émission que vous verrez sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Si vous souhaitez qu'on revienne sur certains points, on reviendra d'ailleurs sur cette notion d'infidélité. Peut-être sur la notion du pardon d'ailleurs. Voilà. Exactement. Et puis vous pourrez réécouter l'émission en podcast également. Merci Nadia, merci Patrick. Passez une très belle journée santé sur Beurre FM.